à tous, bienvenue dans cette salle de Ground Control pour ces 2 journées. Des journées placées sous le fil rouge de construire ensemble les quartiers de demain. Une journée d'échange, de partage d'expériences qu'a voulu l'ANRU. L'agence qui, comme vous le savez, n'entend pas se limiter, la directrice générale nous le redira peut-être, à faire du rattrapage dans les quartiers sur lesquels elle intervient, mais elle entend bien soutenir, et elle le fait depuis plusieurs années, au travers notamment des programmes d'investissement d'avenir et de ses différents services, l'expérimentation de solutions innovantes et d'excellence sur le plan à la fois environnemental, social ou urbain. Et au moment où le NPNRU est pleinement opérationnel, avec la quasi-totalité des financements qui sont validés, se pose la question de comment on capitalise sur ces expériences, comment on les diffuse largement auprès des acteurs du renouvellement urbain que vous êtes, et comment on déploie ces nouveaux modèles dans le cadre de politiques publiques de droit commun. C'est tout ça dont nous allons parler ce matin. Je vous présente déjà nos intervenants qui ne sont pas tous sur scène avec moi, mais aux côtés de Anne-Claire Mialot, il y a Géraldine Levaux, secrétaire générale adjointe du SGPI. Nous rejoindrons aussi tout à l'heure Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, Laurent Monnet, conseiller en charge de la nature en ville, de l'économie circulaire, du projet alimentaire territorial, des espaces publics et du plan lumière de Plaine Commune, Maxime Derrien, qui est directeur du GPV Rive Droite, Emmanuel Dupont, expert conseiller transformation publique à la NCT, et Benoît Landau, directeur de plateforme I au groupe SOS, tous deux auteurs en 2015 d'un rapport consacré à cette thématique d'innovation. Je vous précise tout de suite que tout au long de cette séquence et plus largement de ces 2 journées, vous pourrez poser des questions, intervenir en envoyant un SMS au numéro qui s'affiche derrière moi. Vous pouvez aussi évidemment partager, commenter cet événement sur les réseaux avec le hashtag là aussi qui s'affiche derrière moi, quartier demain. Vous avez les codes Wi-Fi dans la salle pour accéder plus facilement. Tout de suite, pour introduire cette table ronde, je vous passe la parole, Madame la directrice générale de l'ANRU. Merci Anne-Claire. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'être là si nombreux aujourd'hui dans ce lieu Ground Control qui illustre aussi ce que l'on essaye de faire à l'ANRU, c'est-à-dire essayer de réparer la ville, mais aussi de remettre de la vie dans un certain nombre de lieux dans lesquels il pouvait être nécessaire d'intervenir. Et donc je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver pour ces journées nationales ici à Ground Control. Des journées nationales, vous l'avez dit, qui se placent dans un contexte particulier parce que, vous le savez, les 12 milliards de subventions du programme de renouvellement urbain sont en passe d'être intégralement ou en tous les cas bientôt alloués, avec 450 quartiers qui font déjà l'objet d'un projet de renouvellement urbain sur lequel vous travaillez toutes et tous d'un point de vue opérationnel. 450 quartiers, ça veut dire à peu près, pour partager quelques chiffres, nous y reviendrons dans le courant de ces séquences, mais entre près de 150 000 requalifications de logements sociaux, 100 000 démolitions, autant de reconstructions, 70 000 logements neufs construits, plus de 1000 équipements, tous ces projets qui sont faits grâce à vous, grâce à votre engagement sur le terrain, et c'est bien une des forces de l'ANRU, cette méthode et cet ADN de l'ANRU, c'est-à-dire une méthode partenariale, une méthode qui repose sur le coût humain, c'est-à-dire que ce sont vos projets que nous accompagnons d'un point de vue financier, et une méthode aussi qui est une approche globale de la ville, qui pense à la fois bien sûr les conditions de logement, mais aussi les conditions d'accessibilité, l'emploi, l'insertion, et l'ensemble des besoins qu'un habitant peut avoir dans un quartier. Donc le NPNRU est dans cette phase un peu particulière, et l'ANRU est dans cette phase particulière, mais il nous a paru important qu'on puisse se retrouver ensemble aujourd'hui, parce qu'après la programmation, on passe à la phase mise en œuvre, la phase opérationnelle, et il nous a paru important aujourd'hui de nous retrouver entre, on parle d'anrusien, alors le terme est peut-être un peu un néologisme pas forcément très heureux, mais en tous les cas de nous retrouver tous et toutes pour pouvoir échanger sur nos pratiques, la façon dont nous mettons en œuvre les programmes de renouvellement urbain, mais aussi partager, et c'est l'objet de cet atelier, partager les expérimentations et les projets innovants que vous avez conduits dans chacun de vos territoires. Et on s'est dit qu'il était important qu'on puisse ensemble partager ces innovations, ces expérimentations, ce qui a réussi, ce qui n'a pas fonctionné. L'échec est aussi très formateur, et pour ensuite pouvoir déployer dans tous les projets de renouvellement urbain des solutions innovantes pour répondre aux défis qui sont les nôtres, aux défis des grandes transitions que connaît notre pays,
bien sûr sur l'ensemble du territoire, mais aussi plus particulièrement dans les quartiers. La transition climatique, dont nous aurons l'occasion de reparler beaucoup aujourd'hui, la transition économique, la transition sociale, mais aussi la transition démographique dans nos quartiers, où de plus en plus de personnes vieillissent et où l'enjeu du vieillissement doit être également intégré dans nos réflexions. Et pour faire face à toutes ces transitions, nous pensons que l'innovation, les expérimentations peuvent être utiles pour réfléchir ensemble et pour trouver les solutions pour construire la ville de demain, une ville plus inclusive, plus durable, plus solidaire. D'où l'intérêt pour nous de ces 2 journées où nous allons pouvoir partager ensemble vos succès, vos échecs éventuellement, vos doutes, vos questionnements sur tout ce qui peut permettre de faire une ville de demain plus durable et plus inclusive. Alors, pour venir plus particulièrement au thème de cet atelier, nous avons effectivement voulu partager avec vous des expérimentations et voir comment ces expérimentations, ces innovations pouvaient permettre de trouver des solutions pour construire les quartiers de demain. Et vous le savez, beaucoup de projets, beaucoup d'innovations, beaucoup d'expérimentations sont nées dans les quartiers et nous devons en être fiers, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain. Alors ces expérimentations, elles ont été conduites, et je tenais à remercier Géraldine Levaux qui représente le SGPI, sur la base de programmes d'investissement d'avenir qui nous ont été confiés par le SGPI, que je remercie pour leur confiance. Le SGPI a pensé il y a une dizaine d'années qu'il pourrait être utile de confier des crédits d'innovation à l'ANRU pour pouvoir accompagner les porteurs de projets, vous, les collectivités territoriales, les bailleurs, l'ensemble des acteurs de la ville, pour pouvoir tester des solutions, expérimenter des réponses concrètes, que ce soit sur la réhabilitation de logements, sur une ville plus inclusive, sur l'agriculture urbaine aussi, avec notre beau projet Quartier Fertile que nous avons conduit tous ensemble, mais également des solutions en matière d'habitat. Vous en aurez qui seront présentées notamment tout à l'heure par Guillaume Delbar, mais je le laisserai bien sûr le présenter. Et donc ces PIA ont été une opportunité d'expérimenter de nouvelles manières de faire du renouvellement urbain, mais au-delà du renouvellement urbain, de nouvelles manières de construire la ville. Et nous avons cette ambition à l'ANRU qui est peut-être démesurée, mais vous nous excuserez, nous sommes toujours pleins d'idées et pleins d'ambitions, de penser que ce que l'on expérimente dans les quartiers en renouvellement urbain, ce sont des idées et des solutions qui pourront être utiles après pour la ville, pour la reconstruction de la ville de manière plus générale. Et face aux grands défis qui sont les nôtres, et notamment ceux de la transition climatique et écologique qui est actuellement à l'œuvre, nous pensons que ce que nous avons ensemble testé dans les quartiers peut servir d'exemple, de modèle pour construire la ville de demain sur l'ensemble du territoire. Donc ces moyens qui ont été dédiés, c'est 171 millions d'euros, tout cumulé depuis 10-15 ans sur l'innovation urbaine et sociale, qui ont été donc centrés sur les moyens de repenser la fabrique de la ville, de travailler l'ensemble des problématiques du renouvellement urbain. Nous avons travaillé avec vous, bien évidemment, et l'objectif pour nous, c'est de voir comment ces expérimentations pourraient être essaimées, si l'on peut s'exprimer ainsi, et puissent être diffusées sur l'ensemble du territoire. L'innovation n'est pas une fin en soi. L'innovation, pour nous, c'est un moyen de tester des sujets, mais l'objectif pour nous, bien évidemment, c'est de le diffuser sur l'ensemble du territoire pour, à la fin, améliorer la vie des habitants, parce que c'est ce qui nous réunis tous ensemble aujourd'hui. Et nous pensons que ces expérimentations que nous avons conduites ont un potentiel de réplication très importante, que ce soit par exemple quand on réfléchit à des changements d'usage de parking sous dalle comme à Val-de-Reuil, ou quand on réfléchit à l'économie circulaire ou au réemploi des matériaux comme nous l'avons fait à Est Ensemble ou à Pleine Commune, ou quand nous réfléchissons sur l'adaptation au vieillissement à Pau. Ce sont des expérimentations qui peuvent après être utilisées, et vous aurez l'occasion tout au long de ces 2 jours, à la fois lors des séances comme celle-ci, mais aussi dans le quartier, dans le corner des innovateurs. Vous avez des structures, des start-up, des PME, des associations qui nous ont accompagnés dans les dispositifs d'innovation et qui seront là pour vous présenter la façon dont ils ont travaillé dans les territoires et pour que vous puissiez repartir chacun et chacune dans vos villes respectives avec beaucoup d'idées pour le futur. Et donc notre ambition, vous l'avez compris, c'est d'aller plus loin, c'est de continuer à expérimenter, mais d'essayer de diffuser à l'ensemble des territoires ces idées pour construire une ville, la ville de demain. Autre exemple que l'on pourrait citer, le projet Quartier Fertile. Vous avez été très nombreux
a candidaté à ce projet Quartier Fertile. Il est parti d'une boutade. Je m'excuse auprès de l'ancien ministre Julien Denormandie de révéler ses secrets. Il s'est dit, il y a un potentiel formidable dans les quartiers pour faire de l'agriculture urbaine. Et donc, il a dit à mon prédécesseur, je pense que tu peux être le plus grand fermier de France et je t'en donne en tous les cas l'ambition et le défi. Je retrace cette boutade parce qu'il n'était pas forcément évident d'imaginer qu'on pourrait faire de l'agriculture urbaine dans tous les quartiers. Et pourtant, ces projets d'agriculture urbaine nous ont bien montré qu'à la base, avec une idée pas forcément folle, parce que ça existait déjà avant. On avait fait une expérimentation à Stein, notamment, avec la ferme des possibles, mais aussi dans d'autres territoires. Mais à partir d'une idée, se dire, on va reconquérir, on va remettre de la nature, on va remettre aussi de la production agricole pour refaire le lien à la terre et pour aussi redonner des lieux où les personnes se croisent, où les échanges se font et où les enfants peuvent apprendre aussi l'agriculture, comment bien manger, comment on cuisine également. Mon prédécesseur a pu développer ces 100 quartiers et 100 projets d'agriculture urbaine qui aujourd'hui sont actifs grâce aussi à votre mobilisation collective. Et c'est là où on voit la force d'un réseau comme celui du réseau et de la communauté du renouvellement urbain. Quand une idée est impulsée avec quelques moyens et finalement pas tant que ça, Quartier Fertile c'est 32 millions d'euros, à l'échelle du NPNRU c'est un petit montant. Mais avec une volonté, avec une idée, on est en capacité, grâce à vous, grâce à vos idées et vos relais sur le terrain, à développer des innovations qui, pour demain, peuvent nous servir aussi d'exemple sur ce que l'on pourrait faire pour aller encore plus loin. Donc, je m'arrêterai là pour cette introduction, pour vous remercier vraiment de nouveau d'être présents si nombreux aujourd'hui. Vous dire qu'on compte sur vous, toujours, pour continuer à innover et continuer à expérimenter. Et nous pensons et nous espérons que dans ces 2 journées, vous irez pêcher des idées, des projets, des rencontres, des échanges, pour toujours aller plus loin, parce que notre ambition collective, c'est d'améliorer la vie des habitants et d'avoir des quartiers plus résilients, des quartiers plus durables, des quartiers plus inclusifs. Et nous pensons qu'avec le programme de renouvellement urbain, avec les 12 milliards qui nous ont été alloués pour accompagner vos projets, nous sommes en capacité de relever ce défi, mais avec vous, et donc on compte sur vous. Merci vraiment pour votre présence et bon débat et bonne journée de réflexion et d'échange. Merci beaucoup Anne-Claire Mialot. Géraldine Levaux, vous représentez le SGPI, dont vous êtes la secrétaire générale adjointe. Anne-Claire Mialot vient de rappeler 171 millions d'euros tout cumulé pour financer l'innovation sociale et urbaine. C'est quoi le sens de ce financement public qui est quand même assez important? Et comment, derrière, on fait en sorte que l'innovation ne reste pas de l'innovation pour faire de l'innovation et qu'on puisse dupliquer, répliquer les solutions qui ont été éprouvées sur le terrain? Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, avant de répondre à votre question, je vais peut-être un tout petit peu présenter ce qu'est le secrétariat général pour l'investissement, parce que c'est un sigle parmi d'autres. Le secrétariat général pour l'investissement, c'est donc un service qui est rattaché à la Première ministre et on s'occupe de la politique d'investissement et particulièrement de la politique d'innovation pour tous les ministères. Donc on couvre aussi bien l'innovation dans les quartiers que la décarbonation de l'industrie, que la transition agricole, que de l'innovation dans la santé. Et pour ça, on gère des moyens qui sont très conséquents puisque depuis l'origine des programmes d'investissement d'avenir en 2010 jusqu'à France 2030 lancé par le président de la République l'année dernière, on gère aujourd'hui 110 milliards d'euros d'investissement public. Donc c'est énorme, on sait la responsabilité qui est la nôtre. Grâce à ça, on a pu transformer profondément l'enseignement supérieur français, notamment en créant des grandes universités de recherche qui étaient, j'allais dire, le défaut de la France. On a remonté les universités dans les classements internationaux, on finance aussi des grands programmes de recherche qui couvrent toutes les thématiques. Aussi bien en sciences humaines et sociales que dans le domaine de la santé. Et on soutient tous les acteurs, que ce soit les associations, les collectivités territoriales, les entreprises ou les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Le programme d'investissement d'avenir, depuis sa création en 2010, je le disais, a un axe lié à l'innovation urbaine. Alors, historiquement, pas dédié au quartier, puisque le premier programme que nous avons créé en 2010 s'appelait Ville de demain, et l'objectif c'était de penser la métropole de demain avec
tous les attendus en termes de logistique, en termes de transition écologique, en termes de mobilité douce. Et donc pour ça, on a investi auprès des collectivités, auprès des sociétés d'aménagement pour faire des projets. Et d'ailleurs, on est toujours propriétaire, via la Caisse des dépôts, notre opérateur, de bâtiments. On peut citer, il y a des choses très différentes, il y a des bâtiments de bureaux, typiquement on a des locaux au sein de Station F qui est le plus grand incubateur d'Europe, on a une tour à Strasbourg dans lequel il y a et de l'activité et des logements, enfin bref, on intervenait sur plusieurs thématiques. Et puis en 2015, Claire l'a rappelé juste avant, donc je ne vais pas le rappeler, il a été décidé par nos prédécesseurs que nous interviendrons aussi dans les quartiers en complément du NPNRU. Donc effectivement, l'innovation, pourquoi faire? On ne finance pas de l'innovation pour l'innovation, on ne finance pas que de l'innovation technologique, on finance aussi de l'innovation sociale, même si pour plein de raisons, c'est plus compliqué à financer que de l'innovation technologique parce qu'il y a des réglementations d'aide d'État. Bref, je ne vais pas revenir dessus ce matin. Mais donc, on ne finance pas de l'innovation pour l'innovation. On finance bien de l'innovation pour qu'elle serve à tous. Et ça a été rappelé au moment du lancement de France 2030 l'an dernier. L'objectif, c'est bien de préserver le modèle social français en finançant de l'innovation. Alors, comment on intervient? Je reviens à votre question, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Le financement apporté par l'État dans le cadre des programmes, et notamment des programmes VDS, Quartiers Fertiles et autres, en fait, on intervient si et seulement si le projet n'aurait pas pu se faire sans l'intervention publique et sans l'intervention de l'État. Le financement qu'on apporte, ça permet de financer la prise de risque, ça permet de financer les surcoûts liés à l'innovation, parce que utiliser une solution sur étagère, on peut penser que ça coûte moins cher à très court terme, parce que les agents savent comment ça marche, les agents savent écrire un cahier des charges, pareil pour les promoteurs, les constructeurs. Nous, on finance, on intervient sur le surcoût lié à l'innovation, que ce soit en termes de matériaux, mais aussi en termes de ressources humaines, en termes de temps, parce que parfois, ça peut prendre plus de temps de financer l'innovation. Alors, vous m'avez enlevé mon exemple de ma bouche, parce que l'exemple de Val-de-Reuil m'a marqué, puisque j'avais assisté... Bref, et donc, non, je ne vais pas le redire. Mais voilà, j'anticipe les commentaires. Le défaut qui nous est, ce qui nous est souvent reproché, et on va dire le défaut d'origine de nos programmes, c'est qu'on ne finance que l'innovation. Et donc, on finance que la première fois, on ne finance pas son déploiement à grande échelle, puisque, et le programme a été pensé comme ça par les différents gouvernements depuis 2010, quelles que soient les majorités, c'est bien que nous, on finance les tests, et que si ça fonctionne, et si on voit que c'est réplicable et que c'est très intelligent, les crédits ministériels, et donc chaque ministère, en fonction des thématiques, prend le relais et continuera à financer. En revanche, ce n'est pas parce qu'on ne finance pas cette réplicabilité et l'essaimage de toutes ces solutions que ce n'est pas pensé ab initio. C'est-à-dire qu'on demande, et nos deux opérateurs sur ces programmes, que sont la Banque des Territoires et l'ONRU, travaillent, et avec notre équipe, mais aussi avec les Onrusiens, c'est comme ça que vous les appelez, à déployer des groupes de travail, des groupes de partage pour identifier toutes ces solutions et essayer de faire en sorte qu'elles essaiment et qu'elles soient répliquées dans un autre quartier, sachant que, j'allais dire, peut-être notre force, c'est qu'on arrive à mettre toutes ces solutions en lumière. Et donc, le fait qu'il y ait un portage politique des élus locaux, qu'il y ait un financement de l'État, ça permet aussi de remonter ces solutions et que le gouvernement et donc les décideurs s'aperçoivent qu'il y a plein d'initiatives sur tout le territoire et que ces initiatives ont le mérite, en tout cas, mériteraient d'être dupliquées et d'être essaimées. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille. Nous, on finance la prise de risque, on encourage les acteurs à se parler, à échanger pour voir quelles sont les bonnes pratiques, voir ce qui pourrait être poussé ensuite. Et puis,
si possible, à appuyer la décision publique pour faire en sorte qu'il y ait encore des moyens. Alors on a réussi un petit peu parce que en plus de quartiers fertiles et de villes durables et solidaires dont on a parlé juste avant, on a lancé en 2017-18, j'ai un trou, un grand programme qui s'appelle Territoire d'innovation, qui n'est pas dédié au quartier, qui était ouvert à tous les territoires. Et donc on a labellisé 24 territoires d'innovation sur l'ensemble de la France, auxquels on a consacré des moyens énormes, puisque c'est 500 millions d'euros. Alors je crois que sur les 24, il doit y en avoir 9 qui sont en NPNRU, si je ne dis pas de bêtises, et pour lequel on donne des moyens aux collectivités, aux acteurs privés, parce que c'est ça notre méthode aussi, c'est de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les acteurs privés, les collectivités, les associations et évidemment les services de l'État. Et donc, grâce à ça, on poursuit le financement d'innovation. On intervient aussi, et ça c'est une nouvelle logique, en fonds propres. Et donc, on va financer prioritairement des entreprises de ce territoire, de ces 24 territoires, pour continuer à essaimer l'innovation et que les bonnes pratiques, parfois portées par des acteurs privés, se développent. L'intervention de l'État permettant de baisser le coût de la solution in fine, et donc aux gens qui vont utiliser ces solutions d'avoir un coût moindre pour porter ces innovations. Je suis trop longue ? Non, ça va. Il faut songer à conclure. Ah, il faut que je songe à conclure. Bref, tout ça pour vous dire qu'on poursuit, puisque dans le cadre de France 2030, qui est donc notre nouveau programme d'investissement, on a une stratégie liée à la ville durable et aux bâtiments innovants, prioritairement axée sur les enjeux de sobriété, de réemploi. Voilà. On a, et je pense qu'il y a des lauréats dans la salle, lancé aussi des démonstrateurs de la ville durable. Il y a un projet qui est, j'allais dire, j'espère, qui sera porteur demain de réplicabilité, qui est le projet porté par Sarcelles, où on va aider à innover dans des copros dégradés. Donc on n'intervient pas que sur, j'allais dire, des bâtiments publics. Et puis l'ANRU accompagne ce projet, évidemment. Et on va lancer prochainement des sujets de rénovation énergétique des bâtiments, et qui pourront évidemment toucher des bâtiments dans les quartiers. Voilà, je suis très très longue. Je m'arrête là. Merci à tous. Merci beaucoup. D'autant que les questions de sobriété, on le sait, sont à l'agenda public et donc ne manqueront pas d'être étudiées. Je vous remercie toutes les deux. Je vous invite à rejoindre la salle. On va maintenant avoir la présentation de 3 retours d'expérience. Certaines ont d'ailleurs été abordés dans ce propos liminaire. Qui ont été menés avec le soutien de l'ANRU. D'abord à Roubaix, où la ville expérimente depuis 2018 un dispositif qui permet de céder des maisons vétustes à 1 euro. En contrepartie d'une obligation de diminuer des travaux. On va découvrir un petit film de présentation de cette initiative, et pendant que ce film passe, je vous invite, monsieur le maire, à me rejoindre, mais ainsi que Laurent Monet, Maxime Derrien, Emmanuel Dupont et Benoît Landau. Merci à vous. Installez-vous, vous voulez. Depuis 2018, la ville de Roubaix expérimente le dispositif Maison à 1 euro, une première en France inspirée de l'exemple de Liverpool. Dans le quartier du Pile, une dizaine de maisons a déjà été vendues pour ce prix symbolique. C'est un dispositif qui a pour objet de produire des logements pour l'accession sociale dans le parc d'habitat ancien privé existant. Le principe est simple, c'est de reprendre des biens très dégradés pour en faire des maisons exemplaires en termes de conception, de lumière. C'est aussi des maisons qui étaient des passoires thermiques qui deviennent exemplaires en termes de performance énergétique. Un projet soutenu par la métropole lilloise, la Fabrique des quartiers et l'ANRU, au titre des programmes d'investissement d'avenir. 3 conditions pour bénéficier de ce prêt attractif. C'était 6 ans. Et de jouer le jeu de l'installation dans le quartier. Ça, c'est le premier critère. Après, il y avait des critères sociaux évidents, et puis l'engagement fort de faire les travaux rapidement. Je sais que 5-6 ans qu'il n'y avait personne qui l'habitait dedans, donc il était vraiment vacant, on peut dire ruiné partout. Les maisons étaient vraiment délabrées, donc je ne me projetais pas du tout. Par contre, l'élément financier est venu en fait contrebalancer cette petite déception-là. C'est les études et les travaux qui sont à financer par l'acquéreur. On les accompagne dans l'établissement des devis auprès des entreprises, dans la recherche des financements et des subventions.
On regarde comment se déroule le chantier. La dépense qui s'était faite dans la maison, qu'il est tous dans les normes, avec les meilleurs matériels qu'on peut utiliser. 70% du budget de travaux de la maison, c'était payé par les subventions publiques. Des financements apportés par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, la ville de Roubaix et l'ANRU. Il y a des personnes, il y a des ménages qui mériteraient d'avoir cette possibilité-là d'acquérir leur maison familiale et d'avoir quelque chose de décent, même de plus que décent. Un projet en fait qu'ils auraient porté et qui serait une maison qui serait la leur. Ce qu'on n'avait pas mesuré, c'était l'impact social sur les ménages qui ont piloté ces projets. Et cette transformation-là, finalement humaine, c'est la plus belle réussite du projet et c'est ça qui nous donne envie de continuer avec la ville demain. Un premier défi relevé et l'envie maintenant de diffuser la solution au niveau national et de retrouver une nouvelle étape locale. Alors Guillaume Delbar, vous êtes le maire de Roubaix, on vient de vous voir dans cette vidéo. Vous expliquez très bien que le concept, c'est de prendre des maisons très dégradées pour en faire des biens exemplaires, ce qui répond pleinement aux thématiques qui seront les nôtres sur ces 2 journées. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce programme qui, à la base, vient de Outre-Manche? Et est-ce qu'il a été nécessaire de lever des freins réglementaires, institutionnels, pour pouvoir dupliquer déjà cette initiative sur le territoire de Roubaix? On s'est lancé, comme ça a été dit, à partir d'une idée simple. On a des logements vacants, on a une crise du logement, on a besoin de trouver des solutions nouvelles. Et souvent, on a traité la crise du logement uniquement en disant il faut construire plus. Et là, nous, on avait un vrai gisement intéressant. Donc oui, il y avait des freins à lever. Je me souviens d'un certain nombre de réactions d'experts, des fois autoproclamés de l'immobilier, qui nous disaient ce ne sera pas possible dans le droit français. On a prouvé que c'était possible et on a fait les études qui ont permis d'adapter le modèle, puisque évidemment entre le droit anglais et l'expérimentation de Liverpool, il y avait des différences structurelles, mais il y avait aussi beaucoup de points communs et la nécessité surtout de se dire quand on change la donne sur une maison, parce que c'est un programme plutôt cousu humain que des programmes massifs comme le fait généralement la rénovation urbaine, on change la donne aussi dans la rue, où la maison qui était inoccupée est une source de nuisance pour tout le monde. Et après, il fallait qu'on change le modèle aussi, dans la mesure où si on fait des rénovations traditionnelles menées par des acteurs publics, des sociétés qui gèrent ça, on est souvent sur des coûts de sortie qui sont trop importants. Et là, en ayant une petite partie plus ou moins grande des travaux qui est faite en auto-réhabilitation, on change le modèle et on donne des opportunités nouvelles. D'accord. Et quels enseignements vous en tirez aujourd'hui? On voit 10 maisons, on a vu les façades, on voit effectivement le avant-après qui est assez saisissant, mais au niveau de la collectivité, quels sont les enseignements? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments expérimentés, notamment la durée des travaux. On se demandait si ce serait possible de faire tout ça en 1 an, et on a vu que oui, certains y arrivaient. Donc la personne qui est mise en avant, Ali, là, lui, il a fait en 9 mois, entre le début du projet et la sortie. Ça, c'est déjà un élément très, très important. Après, on avait un vrai questionnement sur le soutien des banques, parce que ça, pour le coup, c'était... quand vous créez quelque chose d'innovant et une première en France, par définition, ça ne rentre pas dans les cases déjà existantes. Et ça, on pense que pour la suite des opérations, il faut avoir des banques partenaires qui vont nous faire gagner du temps. Mais c'était la logique aussi de l'expérimentation, de découvrir tous ces éléments-là. Et on a eu plutôt des bonnes surprises, en effet. Et on est dans une logique, en effet, open source. Comme on l'a dit, la question de la réplicabilité et du partage des solutions, elle est importante. Et pour le coup, on sait qu'aujourd'hui, ce dispositif, il peut servir à d'autres. Je crois quand même qu'il y a eu un sujet auquel vous ne vous attendiez peut-être pas, c'était la difficulté à trouver des biens qui pouvaient rentrer dans le dispositif, qui étaient vacants, mais en fait dont vous pouviez vous saisir pour les proposer. C'est plutôt une vraie question pour la suite. Parce qu'on sait que ces biens existent, mais souvent il y a des successions bloquées, il y a la difficulté d'identifier ces biens, et c'est là où il faudrait plutôt travailler sur des changements qui nous permettent, nous, collectivités, de nous emparer de ces biens un peu plus rapidement, provisoirement évidemment pour les revendre, et c'est là-dessus où il y a du travail à faire pour gagner du temps
et pour faire en sorte que cette course contre la montre, on ne prenne pas les logements quand ils sont totalement dégradés et impossibles à rénover. Mais ce serait du coup des freins plutôt d'ordre réglementaire, permettre à la collectivité un droit de préemption spécifique. Oui, voilà, accélérer les procédures, faire en sorte que, par exemple, au bout de 5 ans d'une succession non assurée, on puisse s'emparer du bien, faire en sorte d'être plus impératif sur la nécessité pour les propriétaires de faire les travaux, un peu comme on le fait sur l'habitat indigne. C'est des réglages techniques et il y a aussi un travail d'identification de ces biens, en effet, qui est encore plus technique, mais qui est important pour l'avenir. Et je crois qu'il y a aussi un travail de ciblage entre les logements et l'offre, enfin en tout cas la demande de logements qui est sur votre territoire. Oui, on a vu notamment qu'on avait beaucoup de demandes pour les grandes typologies, alors que ça correspond aussi aux besoins d'engagement des familles dans le temps, puisque dans les conditions qu'on a mis, c'était d'avoir une présence 6 ans dans le quartier et un investissement dans le temps. Ouais. Ce qui est cohérent, je crois, avec le temps de détention moyen d'un bien immobilier en France, je crois que c'est 7 ans, quelque chose comme ça. Oui, 6 ans, c'est cohérent avec le marché. On voulait surtout éviter la spéculation et c'est pour ça que c'est important que des partenaires nous aient suivis. On parle de la métropole et ce qui était dit avant, souvent quand vous avez une idée innovante, ça ne rentre pas dans les cases et donc c'est important d'avoir les financements à ce moment-là. Ouais. Vous finissez votre propos dans la vidéo sur le fait que vous voulez maintenant diffuser cette solution au niveau national, mais aussi envisager une nouvelle étape locale. Expliquez-nous ces 2 dimensions auxquelles vous réfléchissez. Sur la diffusion au niveau national, je pense que c'est intéressant pour nos quartiers et pour le renouvellement urbain, mais ça peut être intéressant aussi pour des territoires plus ruraux. Donc en fait, tout a été mené avec la rigueur indispensable quand on veut après servir d'autres territoires. Et ça, c'est important. Pour le coup, donc, il y a tous les cahiers des charges, l'expérimentation est parfaitement documentée, ça faisait partie des conditions de financement. Ça, c'est le premier point. Et oui, nous, on continue à avancer. On a créé une brigade du logement vacant qui fait le travail rue par rue, maison par maison, pour trouver ces biens, justement, et faire en sorte de les remettre en état le plus vite possible. Oui, donc vous l'intégrez à la palette d'outils que vous disposez sur la collectivité. On sait que ce ne sera jamais. Alors, dès qu'on a parlé de maison à 1 euro, j'ai eu le droit à des questions. Est-ce que ça va changer le peuplement de votre ville ? Non. Mais ça, on a l'habitude d'avoir ce genre de questions. Non, on expérimente, il y avait 15 maisons, il y en a 10 qui sont sorties, donc ce sera un outil spécifique de plus dans une palette globale, c'est pas ça qui va sauver le monde. Mais qu'est-ce que vous attendez, puisque l'idée c'est aussi de voir comment on peut passer d'un dispositif expérimental à un dispositif de bien commun. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour que, sans en faire l'outil principal de votre politique de l'habitat, on puisse aller peut-être sur des volumes un peu plus élevés que ces 10 maisons ? Ce qui va faire la différence, c'est l'appropriation par les territoires et d'avoir un certain nombre de collègues qui se disent « tiens, ça a marché, j'ai envie de le développer chez moi ». C'est la logique qui nous a poussé un certain nombre de maires à créer un conseil national des solutions. D'ailleurs, quelques collègues sont dans la salle en se disant ce qui a servi localement peut se diffuser. On parlait de solutions innovantes, c'est vraiment cette logique-là. D'ailleurs, il y a déjà le Cher qui, je crois, s'inspire du dispositif. Oui, maintenant que l'expérimentation a été favorable, on a pas mal de territoires qui reviennent vers nous et on est vraiment dans cette logique de partage parce qu'on pense qu'on continuera à apprendre beaucoup en partageant les solutions, en améliorant, en faisant des réglages techniques au fur et à mesure. On sait que c'est une mécanique qui est une mécanique qui méritera encore d'être regardée. L'expérimentation, c'est pas une fois pour toutes, c'est une manière de penser, une manière de mener les projets différente de ce qui a été fait. D'accord, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Roubaix pour avoir les informations. Vous êtes attendus. Une question qui vient d'arriver déjà pour vous sur la question des assurances. Puisqu'il y a une partie qui se fait en auto-réhabilitation. Et est-ce que les ménages sont accompagnés, puisque oui. C'est un vrai métier. Vous avez vu le directeur général de la Fabrique des quartiers, qui est l'outil de la métropole lilloise. Et donc, en effet, tout ça a été évidemment encadré. On ne voulait pas être dans une logique d'auto-réhabilitation à 100%. Et notamment, c'était une exigence pour fournir des logements parfaitement isolés et parfaitement compatibles avec toutes les nouvelles normes. Donc oui, et il y avait évidemment un travail d'architecte pour aider les ménages à trouver le bon modèle. D'accord. Une autre question, comment vous gérez la frustration des ménages éconduits ? Est-ce que vous en avez eu déjà des ménages qui avaient postulé et qui n'ont pas pu y accéder et peut-être Oui, forcément. C'est pour ça qu'on a communiqué de plus en plus sur le côté maison à 1 euro avec travaux, pour éviter de donner l'illusion que ça pouvait être une aventure qui se mène sur plusieurs années. Et puis le meilleur moyen
d'éviter qu'il y ait trop de frustration, c'est de continuer à développer le programme. Merci beaucoup. Peut-être autre territoire, autre expérimentation, même si je vous le glissais à l'oreille tout à l'heure, le territoire de Plaine Commune pourrait peut-être être intéressé, je ne sais pas, par ce traitement de l'habitat dégradé. À coup sûr. Laurent Monnet, vous êtes donc, alors je redis votre titre qui est un peu long, conseiller en charge de la nature en ville, de l'économie circulaire, du projet alimentaire territorial, des espaces publics et du plan lumière de Plaine Commune. Et vous, l'expérimentation qui a été menée sur votre territoire, c'est en termes d'économie circulaire. La collectivité planche depuis maintenant plus de 5 ans sur la question notamment du réemploi des matériaux, un enjeu, on sait, qui est très fort pour les aménageurs en général et l'ANRU en particulier. Tout à fait. Alors, pardon, je crois qu'on a un petit truc. Tout à fait, vous avez une petite... Pour faire avancer les pages, je vais m'en servir. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de l'opportunité, effectivement, pour nous de présenter cette expérimentation. Hop, c'est comme ça? Comme ça? Je ne sais pas. Ah, oui, comme ça, en fait. Ouais, pardon. Ça. Il y avait une flèche. Oui, voilà, donc merci à toutes et à tous. En tout cas, merci aussi de cette opportunité de présenter la démarche qu'on a engagée sur le territoire de Plaine Commune. Alors, Plaine Commune, c'est un territoire, pour le présenter rapidement, qui est au nord de Paris, qui regroupe 9 villes. Et pour replacer un peu le contexte et les enjeux, c'est un territoire en pleine transformation. En pleine transformation qui se concrétise en plus ces dernières années par de grands projets, de grands programmes. Le plus connu d'entre eux, sans doute, bien entendu, c'est les Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront donc dans 2 ans en partie sur notre territoire. Et qui occasionne donc de grands projets de construction, notamment du village olympique. Mais c'est aussi des gares du Grand Paris Express, notamment, des constructions de logements neufs et bien entendu des programmes de rénovation urbaine. Et donc sur notre territoire, nous avons environ 14 programmes de rénovation urbaine, ce qui constitue un des plus gros programmes globaux en France. Ça représente 2,3 milliards d'euros d'investissement, toutes maîtrises d'ouvrage confondues, avec une contribution financière de l'ANRU à ce stade d'environ 930 millions d'euros. Et surtout, ça touche 150 000 habitants de notre territoire, qui en fait actuellement 415-420. Donc plus d'un tiers du territoire de nos habitants sont concernés par ces projets de transformation. Et donc, un territoire en transformation et, comme là pour le coup, le pays et la planète confrontés à des enjeux majeurs. La démarche que j'évoque là, elle a été pensée en 2015, date des accords de Paris qui ont été signés dans notre département. Dès la nouvelle mandature de 2020, les élus ont décidé de déclarer l'urgence climatique sur le territoire. Et bien entendu, ce contexte ne fait que s'amplifier avec l'été qu'on a connu naturellement au plan climatique. Mais au-delà de ça, on connaît aussi en ce moment une crise importante sur les ressources, les approvisionnements, et notamment de matières premières utiles aux grands projets de transformation que nous portons sur le territoire. Donc tout ça, ça a évidemment conduit à des réflexions liées à la résilience du territoire et surtout à la capacité pour notre territoire de se transformer, il en a besoin, mais de se transformer dans une forme d'économie de ressources, en tout cas d'optimisation des ressources utilisées et transformées. Ce qui nous a conduit donc à lancer une démarche dite de métabolisme urbain, qui, je pense, dit bien ce qu'elle veut dire, hein, donc de travailler sur ce flux de matières et de transformation que le territoire apporte à ces matières pour se transformer lui-même, quoi. Et qui, en gros, démarche qui est finalement une démarche principalement fondée sur l'économie circulaire, et qui a pour objectif donc de réutiliser, réemployer, recycler un maximum de ressources que nous trouvons, bien entendu, d'ores et déjà sur notre territoire. Voilà. Et puis évidemment des enjeux également économiques liés à l'emploi,
pour développer des emplois en lien avec ce réemploi, cette transformation, cette réutilisation, ce recyclage des matériaux. Voilà, donc tout ça a démarré aux alentours de 2015 par des études préliminaires, et puis ça s'est concrétisé par une première phase de ce programme de métabolisme urbain, donc entre 2017 et 2020, qui est parti déjà de l'identification d'un certain nombre de sites pilotes sur le territoire. Comme je l'ai dit, les sites ne manquent pas, mais des sites qui étaient à la fois des sites de déconstruction, je vais le dire comme ça, puisque c'est bien l'enjeu pour nous de ne plus démolir, mais de déconstruire sélectivement, si on peut le dire comme ça. Donc des sites en déconstruction, en réhabilitation potentiellement, puis aussi, bien entendu, des constructions neuves. L'idée étant de voir comment, finalement, tout ça pouvait, au sein de notre territoire, donc de 9 communes, pouvait fonctionner au mieux en circuit finalement relativement court, avec encore une fois des ambitions et des enjeux forts aussi sur la neutralité carbone, parce que j'ai parlé d'urgence climatique tout à l'heure, mais parmi nos ambitions, il y a évidemment celle de la neutralité carbone, et que quand on est un territoire qui construit, qui doit construire, eh bien, c'est pas toujours facile, le bâtiment étant un des pourvoyeurs, entre guillemets, si je puis dire, majeurs de carbone dans l'atmosphère. Et donc, dans ces premières années, on a travaillé autour de ces sites pilotes, on a travaillé à construire progressivement des outils, à inscrire dans des documents cadres du territoire ces ambitions d'économie circulaire, et donc aussi à former les agents, parce que là encore, c'est bien d'afficher une ambition politique, mais tout ça doit se traduire aussi régulièrement dans l'ensemble des organisations, et notamment de la nôtre, à Plaine Commune, et des agents qui portent ces projets d'aménagement d'espace public et ou de programmation de logement. Voilà, donc ça s'est suivi, donc c'est un programme qui, sur ces 3 années, s'est progressivement structuré, et notamment structuré autour d'une charte de l'économie circulaire sur notre territoire, auquel on a associé tous les acteurs de la transformation, que ce soit des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs, bien entendu, et les bailleurs sociaux qui sont sur notre territoire des interlocuteurs évidemment importants sur ce type de questions. Et puis on a surtout mis en place une petite organisation au sein de Plaine Commune qui a porté ces démarches et qui a assuré ce lien nécessaire aussi entre ces acteurs qui s'engageaient au travers de cette charte, et donc qui a permis aussi de faire le lien, d'amplifier, de structurer. On parlait de retour d'expérience et de transformation et d'amplification. Eh bien, cette petite cellule à Plaine Commune a pris en charge ces actions de capitalisation et donc de structuration d'une démarche, notamment autour de retours d'expérience, parfois filmés, portés par des acteurs. J'ai cité tout à l'heure les Jeux Olympiques, mais on a eu par exemple un très très bel exemple de déconstruction de l'ensemble du site NJ sur lequel se construit en ce moment le nouveau centre aquatique olympique, qui était vraiment un exemple emblématique de ce qu'on peut faire en matière de déconstruction et de réemploi par la suite, quoi. Voilà, donc tout ça se met en place, les acteurs territoriaux progressivement rejoignent la démarche, mais je dirais qu'il nous faut aussi changer de braquet sur ces questions, sur plusieurs thèmes, sur lesquels je vais revenir, mais qui nécessitent souvent quand même de travailler avec les voisins, si on veut rester dans des logiques de proximité quand même, et c'est le cas pour ce qui nous concerne, puisqu'on a des coopérations fortes avec nos territoires voisins, Est Ensemble d'un côté, la ville de Paris, qui réfléchissent un peu au même sujet.
quels sont en fait les enjeux importants pour développer cette démarche. Le premier d'entre eux, c'est l'enjeu foncier. En fait, mine de rien, pour que tout ça fonctionne au sein d'un territoire, eh bien, il faut des plateformes dites de réemploi sur lesquelles on va stocker de manière temporaire, éventuellement retravailler, recycler, nettoyer un certain nombre des objets qu'on a pu récolter sur les sites de déconstruction. Donc ça, les plateformes de réemploi, c'est un enjeu important et évidemment, vous en doutez, c'est pas le plus simple parce que à ce stade, eh bien, on n'a pas forcément envie de consacrer du foncier dans des territoires où il est rare à ces questions-là. Mais c'est pourtant impératif. Et donc, on passe souvent par, du coup, de l'occupation transitoire. On trouve des sites qui vont être transformés, sur lesquels on a un petit espace-temps suffisant. Mais voilà, actuellement, on est quand même dans une course un peu permanente. À peine le site de réemploi est installé qu'il faut déjà trouver le site sur lequel il pourra bouger dans les 2 ou 3 ans qui viendront. Donc ça, c'est un vrai sujet qui peut se partager. Et il y a une réflexion au niveau de la métropole là-dessus, éventuellement pour spécialiser peut-être des sites de réemploi, en tout cas pour partager cette nécessité de foncier. Nous, actuellement, on a 2 sites de réemploi sur le territoire de Plaine Commune, un à la Courneuve et un à Saint-Ouen, opérés par des acteurs associatifs ou privés, mais qui sont en tout cas des pierres angulaires de tout le dispositif. Vous avez bien compris, on déconstruit des sites. Si on veut pouvoir réemployer un maximum, eh bien, il faut pouvoir entreposer le temps que le site de destination puisse en faire usage. C'est là qu'intervient peut-être un deuxième enjeu fort sur ce sujet en fait du lien entre le point de départ et le point de destination, avec une nécessité de numériser tout ça. J'ai parlé de la petite équipe de Plaine Commune qui porte cette démarche. Jusqu'à présent, tout passait par elle, c'est-à-dire j'avais un opérateur qui était en train de déconstruire un site, qui a du bois, des sanitaires, que sais-je encore, des objets réemployables. Eh bien, j'envoie un mail à Plainco qui va se charger de renvoyer à tous ces acteurs qui, eux, sont dans des projets de construction et engagés dans ces démarches d'économie circulaire. Bon, tout ça, évidemment, est un peu artisanal. Et donc là, il y a un projet qui est en cours, pour lequel on a été sollicité et soutenu par la BPI, notamment, qui va soutenir un acteur du monde du logiciel et de l'intelligence artificielle en particulier, pour développer un outil qui va faciliter un petit peu cette mise en lien et du coup accélérer aussi le passage des matériaux de réemploi vers les sites sur lesquels ils peuvent être réemployés et donc alléger potentiellement un peu la contrainte foncière. Voilà, donc ça c'est les enjeux sur lesquels on est pour les années qui viennent, avec un troisième qui est d'amplifier le déploiement de notre charte. La charte économie circulaire de Plaine Commune, elle porte sur 3 objectifs que les signataires s'engagent à respecter. Le premier, c'est 1% du chiffre d'affaires du projet consacré à des matériaux de réemploi. Le deuxième, c'est 5% de matières recyclées dans les bétons utilisés sur les projets. Et le troisième, c'est 20% du montant des projets dans les espaces publics consacrés à l'usage, à l'achat de matériaux recyclés, réemployés, réutilisés, quoi. Donc ça, ce sont 3 objectifs qui, bien entendu, on l'espère, vont progressivement se rehausser. Voilà, et pour finir dans les perspectives et refaire le lien avec nos projets ANRU, on a été effectivement soutenu par l'ANRU et le programme d'investissement d'avenir qui a été évoqué tout à l'heure pour faire un démonstrateur. Là, en l'occurrence, on en avait 2, l'un sur Saint-Denis et l'autre sur Stein. Le premier sur Saint-Denis concerne essentiellement la réinjection de matières recyclées dans les bétons utilisés. Celui qui est mentionné ici, et c'est celui sur lequel on a le plus avancé, c'est celui de Stein qui porte lui plus sur les espaces publics
et donc le réemploi de matériaux dans la construction, l'aménagement d'espaces publics. Et donc ce projet-là a porté sur le réemploi, justement, là encore, de matériaux de déconstruction, essentiellement des bétons, qu'on peut... donc on a testé trois approches. L'une dans la construction d'un petit abri à vélo, l'autre dans des jardinières qu'on voit au fond, et le troisième dans le dallage d'une voirie, en fait. Donc on va aller plutôt sur ce troisième exemple suite à l'expérimentation qui a été menée, et donc c'est un projet qui va se concrétiser là dans les mois qui viennent, quoi. Voilà, donc pour conclure, je dirais que voilà, on est dans des démarches entamées en 2015, on est en 2022, on progresse, le contexte aussi nous y amène, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais il faut accélérer. Pour ça, c'est, je crois bien, l'enjeu de cette table ronde ici, hein, pour ça il faut jouer collectif, c'est ce que nous faisons avec nos voisins entre autres, mais aussi plus généralement, puisque parmi les choses que nous menons à Pleine Commune, on essaie, d'établir un peu des catalogues, des bonnes pratiques, des beaux projets qui se sont menés dans ce domaine, mais surtout de les partager avec nos voisins, mais aussi à travers la France. Et nos collègues de Bordeaux qui sont ici sur cette table ronde sont venus il y a quelque temps voir un peu ce qui se faisait sur notre territoire. On a d'autres collectivités qui sont venues. Récemment, c'était Strasbourg. Mais c'est vraiment l'enjeu aussi pour nous de partager cette expérience pour qu'elle se déploie et qu'elle s'amplifie. Et puis, je l'ai dit, au-delà de ça, dans l'accélération, il y a l'enjeu du foncier sur lequel il faut impérativement, je pense, sécuriser des espaces pour permettre à ces démarches de se déployer. Il y a l'enjeu du numérique, parce que je pense que sur ces démarches-là, le numérique peut nous aider aussi à accélérer et amplifier le réemploi, le recyclage. Et puis globalement, enfin, il y a dans tous les acteurs qui interviennent un enjeu de professionnalisation, d'innovation aussi sur les techniques et les technologies dans ces domaines, quoi. Voilà. Merci. J'ai une question pour vous, mais aussi pour Guillaume Delbar, le maire de Roubaix. Concrètement, comment on construit une coopération à l'échelle intercommunale pour changer d'échelle en matière d'innovation? Là, vous avez parlé un peu de diffusion, de bonnes pratiques, mais ça se fait quoi? J'imagine qu'on ne peut pas s'appuyer que sur de l'informel. Comment on établit vraiment peut-être une structure de coopération intercommunale pour faire en sorte que ça essaime? Comment vous avez fait? Notamment au travers de catalogues de bonnes pratiques, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a un catalogue qui liste en fait les projets qui ont été menés avec les manières de faire, les bonnes pratiques sur ces projets. Il y a aussi, et c'est un travail qui est mené par l'équipe de Pleine Commune de manière régulière, on l'a vu tout à l'heure là sur l'écran, on organise des retours d'expérience, des REX, sur les grands projets qui sont menés. Donc en particulier, il y a, je crois, des vidéos qui sont disponibles sur les sites internet. Donc là, on réunit l'ensemble des acteurs qui sont intervenus sur le projet, puis tous ceux qui sont évidemment intéressés par les retours d'expérience. Et ce sont vraiment des temps extrêmement riches qui permettent aux acteurs en dehors de notre territoire aussi de profiter de ces projets qui ont été menés. Je parlais de celui de l'ancien site d'Engie qui est vraiment exemplaire par son ampleur. C'est vrai que je l'ai cité en introduction, mais notre territoire, il a aussi cette chance-là d'avoir tous ces projets de transformation qui sont des sources d'expérimentation, des sources donc de retour d'expérience, et on a cette chance aussi avec les JO, avec l'ANRU, avec le Grand Paris Express de multiplier les expériences et donc d'accélérer aussi notre capacité d'apprentissage. Merci. Guillaume Delbar, vous le disiez tout à l'heure, là on est sur des projets beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus petite. Il n'empêche, vous mettez aussi en place cette coopération intercommunale. Ça passe là aussi par le guide que vous avez formalisé et que vous pouvez diffuser? Oui, tout à fait. J'ai parlé d'open source par comparaison au logiciel libre. Il y a 7 éléments de documentation de ce qui est fait. C'est un élément important. Et après, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la capacité à échanger avec les territoires, les recevoir, et voir aussi dans les expérimentations et les suites de ce qui est mené ailleurs, une amélioration du dispositif avec une boucle permanente d'innovation qui nous permettra de continuer à améliorer l'ensemble. Merci. Alors Maxime Derrien, je vais me tourner vers vous. On vient en plus d'aborder la question de Bordeaux, puisque vous avez bénéficié de ce retour d'expérience
Oui, prenez la petite... Vous avez bénéficié de ce retour d'expérience, vous avez pu avoir les conseils de Plaine Commune. Vous êtes directeur du GPV Rive Droite. Sur le modèle un peu de ce que avait fait Plaine Commune, vous vous êtes lancé vous aussi dans une démarche d'économie circulaire, mais plutôt, en tout cas ce sera le sens de ce que vous allez nous présenter ce matin, axé sur la constitution de filières locales en lien avec les acteurs du territoire et notamment de l'ESS. Merci de cette invitation. En effet, c'est dans la continuité de ce que vous avez présenté, Monsieur Monet, sur le territoire de Plaine Commune, où en 2009, en fait, on a regardé dans un article dans Le Moniteur qui était sur l'ambition de Plaine Commune de se servir de l'économie circulaire comme levier dans les quartiers politiques de la ville et qui nous a semblé inspirant. Et c'est en ce sens où on a contacté Justine Emringer, qui est la chef de projet du métabolisme urbain, et sur laquelle elle nous a ouvert les projets, les acteurs. On est venu 3 jours avec une délégation métropolitaine, avec des bailleurs, avec des bureaux d'études, avec un aménageur et bien évidemment Bordeaux Métropole. Et on a aperçu le chemin déjà parcouru par Plaine Commune, qui était un des secteurs les plus avancés à l'échelle nationale, mais qui nous a vraiment donné envie de venir le retraduire sur notre territoire pour continuer cette démarche. Et à l'époque, en 2019, on était en train de préparer la réponse à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME et de la région Nouvelle-Aquitaine sur l'écologie industrielle et territoriale. Donc j'y reviendrai juste après. Je vais vous présenter en quelques mots le GPV Rive Droite, qui est un groupement d'intérêt public qui rassemble les villes de Senon, Lormont, Bassins et Florac sur la rive droite de Bordeaux Métropole. Et ce groupement d'intérêt public concentre un grand nombre de quartiers politiques de la ville et il représente 42% de l'ensemble des habitants en quartier politique de la ville de Bordeaux Métropole. C'est un territoire qui est très riche, qui est en forte mutation, avec uniquement sur les 4 villes, 5 opérations de renouvellement urbain, dont 4 qui sont labellisées en rue. Et donc, on a à peu près une programmation de 1000 logements qui vont être démolis, 3000 qui vont être rénovés, et une quinzaine d'équipements publics qui vont être aussi transformés. Il faut s'imaginer que c'est pratiquement 75 000 m² de surface planchée qui vont être amenés à être démolis dans les 10 prochaines années. Et c'est autant de matériaux et de ressources, d'équipements que l'on peut potentiellement réemployer. Mais il y a aussi une autre transformation, c'est la densification du cœur métropolitain qui va franchir la Garonne, puisque dans la plaine, notamment sur Bordeaux, sur Florac, sur Lormont et Senon, il va y avoir plus de 20 000 logements qui vont être construits à proximité immédiate des démolitions, et plus 1500 logements directement reconstruits dans les quartiers. Donc voilà un petit peu pour présenter le territoire. Et puis, comme je le disais, en 2019, on a répondu à un appel à projet de l'ADEME et de la région, et sur lesquels, du coup, on a orienté notre réponse sur 2 axes principalement, et notamment favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux liés aux opérations de renouvellement urbain, mais aussi, et c'est là-dessus que je vais compléter ma présentation par rapport à la présentation de Plaine Commune, sur tous les enjeux d'emploi, de formation, liés notamment aux nouveaux métiers de ce qu'on appelle la déconstruction sélective, et qui sont notamment encore plus activés dans le cadre des NPNRU avec les clauses d'insertion. Donc pour rappeler dans le cadre du dépôt de ce dossier les enjeux et les objectifs stratégiques, le premier c'est bien évidemment la réduction des déchets du BTP. Je rappelle que les déchets du BTP c'est le premier déchet à l'échelle nationale, 2 à 3 fois plus important que les déchets ménagers. Et puis bien évidemment la réduction des gaz à effet de serre et pour les nouvelles constructions la limitation des besoins des ressources naturelles. Mais c'est aussi faire du réemploi un levier de développement des nouvelles filières. On va en parler bientôt. Et puis développer des parcours de formation, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut développer des nouvelles formations sur des métiers émergents au cœur des quartiers politiques de la ville, que ce soit parce que
ces filières vont se développer dans les quartiers, ou que ce soit parce qu'on a des publics qui sont éloignés de l'emploi et qui peuvent accéder à ces formations qui ne nécessitent pas Bac+5 pour pouvoir demain, avec les nouvelles réglementations, se développer à l'échelle nationale. Donc pour mettre en place cette stratégie, on a bénéficié, grâce à cette AMI, d'un financement d'une chef de projet, écologie industrielle et territoriale, et de subventions aussi pour des études. On a signé une convention de recherche avec 2 bureaux d'études spécialisés à l'échelle nationale sur l'économie circulaire, qui sont NeoEco et Upcycléa, et qui comportent 3 volets. Le premier volet, c'est un volet plutôt technique stratégique. Je vais vous le présenter plus en détail, mais il permet d'analyser les flux entrants, sortants liés aux démolitions et aux constructions, analyser les filières du territoire, et puis anticiper sur la création d'emplois pour aboutir à une feuille de route stratégique pour les développer. Le deuxième volet, il est beaucoup plus technique, mais c'est la base, c'est la réalisation de diagnostics ressources pour toutes les démolitions, les 75 000 m². Donc ces diagnostics ressources, ils permettent d'identifier les matériaux, les équipements, leur nombre, leur qualité et surtout leur disponibilité, dans quelle temporalité on va pouvoir potentiellement les réemployer ou les recycler. Le troisième volet, c'est un volet aussi stratégique, il permet en fait la coordination de tous les acteurs et notamment les maîtres d'ouvrage démolisseurs et les maîtres d'ouvrage constructeurs pour permettre d'identifier des boucles de réemploi et accompagner ces maîtres d'ouvrage dans la rédaction des CCTP, des cahiers des charges, pour pouvoir soit démolir proprement dans le cadre de la déconstruction, soit dans le cadre de la construction pour, par exemple, les dossiers de consultation avec des lots de réemploi. Donc, pour vous présenter rapidement l'ensemble du volet A, il se compose d'une succession d'étapes. Un premier diagnostic de flux, qui est à l'échelle macro, donc là à l'échelle de l'ensemble des 4 villes, qui permet de comprendre quels sont les matériaux par échantillonnage qui vont pouvoir être disponibles. Ensuite, c'est la prospective sur l'ensemble des logements qui vont être construits par rapport à la nouvelle réglementation environnementale 2020. Ensuite, c'est un diagnostic sur les filières du territoire, et c'est pour ça que je dis que l'économie circulaire, elle est propre à chacun des territoires. Ensuite, c'est vraiment l'identification des besoins de structuration de filières, parce que la maturité n'est pas du tout la même selon aussi les territoires, et les conséquences en termes d'emploi et de création d'emplois selon l'activation de ces dernières, pour aboutir à une feuille de route de préconisation pour accélérer le développement dans nos territoires. Là, vous avez une carte de synthèse qui illustre en bleu l'ensemble des ressources disponibles sur les différentes démolitions. Et donc, on a, par exemple, un volume d'à peu près 500 000 tonnes de matières potentiellement réemployables ou recyclables, ce qui n'est pas négligeable, mais on voit qu'en fait, c'est pratiquement à peine la moitié des besoins pour les futures constructions neuves. Ça nous met en responsabilité par rapport à la sauvegarde de ces éléments et de ces matériaux, par rapport à continuer à puiser dans les ressources naturelles. Là, sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir une carte qui présente l'ensemble des acteurs, par exemple du recyclage, du réemploi et les industriels qui produisent de nouveaux matériaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir sur la carte qu'il y a déjà une structuration d'acteurs du réemploi. Mais si on analyse les bilans d'activité de l'ensemble d'entre eux, on est sur plusieurs centaines de mètres carrés, voire quelques milliers, alors que je rappelle que les projets représentent 75 000 mètres carrés sur les 10 prochaines années. Donc il y a vraiment des enjeux, notamment sur la question du réemploi, de structuration des filières pour qu'ils puissent répondre en groupement, pour pouvoir répondre à nos besoins et surtout accélérer la formation de cette filière-là. On voit que certaines filières sont déjà bien structurées. D'autres, par exemple, on va prendre l'exemple des menuiseries sur les fenêtres. Aujourd'hui, il n'y a pas encore les modèles économiques qui permettent de développer à des échelles plus grandes. Mais si je prends l'exemple du béton dans le béton, donc concasser du béton, aujourd'hui on le fait très bien en voirie, mais pour le remettre dans des nouveaux bâtiments, donc béton dans le béton, jusqu'à présent, avant l'été, les modèles économiques ne le permettaient pas. Mais
malheureusement, aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des matériaux et la rareté des ressources naturelles, ça y est, à l'été, on a atteint le même prix que d'utiliser, par exemple, des graves naturelles qui ne sont plus présentes en Gironde, mais dans les départements limitrophes. Pour montrer que, en fait, il va y avoir des accélérations de structuration de filières, d'un côté par rapport au contexte aujourd'hui, mais aussi par rapport aux réglementations qui sont à l'œuvre. Il y a 3 réglementations importantes à venir. On a parlé tout à l'heure de la réglementation environnementale, mais il va y avoir aussi le tri 7 flux qui va permettre de séparer les éléments, par exemple comme le plâtre ou les isolants, qui vont du coup être des nouvelles filières de recyclage. Pour nous, c'est un enjeu très important sur le territoire pour voir justement quels sont les emplois qu'on pourrait créer dans ces nouvelles filières, mais aussi pour former, et notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi dans les quartiers politiques de la ville, à travers des projets de chantiers d'écoles, de chantiers d'insertion, que l'on travaille avec les bailleurs d'Homo-France et Aquitanis, avec des acteurs locaux de l'ESS, que sont les compagnons bâtisseurs et l'ARQC, qui est une association de régie de quartier à ce nom, de façon à vraiment identifier les publics invisibles, former techniquement sur ces nouveaux métiers et leur permettre de continuer un parcours professionnel, puisque ces emplois sont non délocalisables et sont en devenir, puisqu'on voit les volumes de construction en respectant la nouvelle loi. Donc, pour terminer, j'ai pris un exemple, un retour d'expérience sur la ville de Bassens, avec le bailleur d'Homo-France, qui a déconstruit une 60aine de logements. Et vous voyez sur la carte un outil numérique qui permet de visualiser le diagnostic ressources, qui va identifier chacun des matériaux, chacun des équipements, avec leur état, leur disponibilité. Et c'est grâce à ces outils numériques qu'on va pouvoir communiquer aux différents maîtres d'ouvrage qui souhaitent potentiellement les réemployer. Et donc à 250 mètres, toujours à Bassens, une coopérative du bâtiment qui s'appelle Copébat a été intéressée par un certain nombre de matériaux, environ 17 tonnes de matériaux et d'équipements. Et du coup, je vais présenter un matériau pour vous montrer comment il est travaillé en amont. Et bien, parmi ces matériaux, il y avait une charpente en bois qui intéressait la coopérative. Comme vous le savez, aujourd'hui, une charpente métallique, elle a pris en moins de 6 mois plus du double de son prix. Et ça devient compliqué avec notamment les enjeux de géopolitique actuelle sur la question du métal. Et donc, une charpente bois, jusqu'à quelques mois, elle était soit valorisée énergétiquement, parlant en hiver, soit dans des filières de recyclage du bois pour des panneautiers, pour faire des panneaux de particules. Mais là, du coup, vu qu'elle avait une résistance physique et elle était déjà constituée, eh bien, sur le chantier, elle a été déposée proprement. Ensuite, elle a été reconditionnée dans des ateliers et stockée, puisque malheureusement, c'est le nerf de la guerre, comme l'a dit M. Monet dans le réemploi, c'est parfois la distance temporelle entre la déconstruction et la nouvelle construction. Il faut avoir des espaces de stockage pour pouvoir les préserver, ces ressources, parce que s'il n'y avait pas eu ces espaces de stockage, ben c'est 17 tonnes de plus qui auraient été enfouies. Donc, pour pouvoir permettre le réemploi, on a travaillé avec Bordeaux Métropole sur des halles qui avaient été préemptées par la métropole, qui n'étaient pas utilisées, et la coopérative Copébat a signé une convention précaire pour pouvoir stocker jusqu'à la construction du chantier. Voilà un petit peu ce retour d'expérience qui a permis d'éviter plus de 12 tonnes d'équivalent CO2. Merci. On voit effectivement... vous vouliez dire un dernier mot peut-être? Excusez-moi, je vous ai coupé. C'était juste pour compléter ce qui avait été dit sur quelque part quelle pouvait être la recette pour continuer à essaimer ces pratiques-là. Alors j'ai préparé mes ingrédients. D'abord, un portage politique fort. Comme l'a dit M. Monet, s'il n'y a pas une visibilité auprès des acteurs du territoire, par exemple avec une charte, c'est compliqué à mettre en œuvre, surtout au démarrage, et surtout que Plaine Commune, ça date de 2017, donc il n'y avait pas toutes ces lois qui l'accompagnaient. Le deuxième ingrédient, c'est une ingénierie dédiée, parce que c'est des domaines qui sont très techniques et il faut pouvoir monter en compétences.
Et il y a bien des solutions de subventionnement pour le démarrage, de l'État notamment, pour créer ces postes-là, mais ça pose aussi la question de la pérennisation de ces postes. Ensuite, il faut une stratégie, il faut une feuille de route qui soit issue du contexte local. On l'a vu par rapport aux filières, mais c'est exactement la même chose par rapport à la disponibilité des ressources. Il faut ensuite du foncier, ça a été bien dit, pour stocker les matériaux, pour éviter qu'ils partent en enfouissement. Il faut des bases de données pour que tout le monde ait une lisibilité locale, parce que par exemple, même des partenaires qui auraient envie de faire du réemploi, s'ils ne voient pas la disponibilité, il y a un calendrier dans la construction à respecter. Et du coup, c'est toujours plus facile d'aller chercher un matériau neuf que de dépenser de l'ingénierie pour les trouver, les matériaux équivalents au réemploi. Et enfin, le plus compliqué, et c'est le plus indispensable, c'est la coordination de l'ensemble des acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, et de préférence en commençant par les plus motivés, parce qu'en fait, c'est vraiment un accompagnement au changement auprès de tous les acteurs de la ville, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études, et à chacune des étapes du projet. Merci. Merci beaucoup. Cet accompagnement au changement, il est important. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a fait état de résistance locale au changement. Est-ce que vous avez eu besoin de convaincre, ou est-ce que finalement l'expérimentation, au fur et à mesure où sur chacun de vos 3 territoires, elle s'est mise en place, ça a permis d'embarquer les acteurs et donc peut-être de lever les freins possibles? Alors des freins, bien évidemment, il y en a. Quand on conduit une opération neuve, il y a 2 choses qui priment. C'est le coût de la construction et le délai. Ouais, et là, on voit que le contexte économique est favorable. Qu'on va en effet agir sur le délai, parce qu'il faut anticiper toutes ces phases-là, construire des marchés qui permettent des lots de réemploi, et si on ne trouve pas des lots neufs, donc c'est une structuration des marchés publics. Et puis, de la résistance, il y en a toujours, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par les plus motivés pour montrer que c'est possible. Et dans le retour d'expérience, notamment avec Domo France, on a montré que parfois, ça équivaut au même prix. C'est juste qu'on va mettre de l'argent dans de l'investissement quand on va chercher des ressources neuves, alors que quand on travaille sur du réemploi, c'est plus un budget d'ingénierie qui est mobilisé. Merci. Laurent Monnet, peut-être, puisque vous êtes sur des démarches un peu similaires. Oui. Des freins au changement, oui, ce sont des démarches nouvelles, etc. J'ai parlé de la nécessité de travailler notamment auprès des agents, auprès des acteurs locaux qui interviennent sur tous ces projets. En étant positif, on va se dire que le contexte tel qu'on l'a évoqué, notamment de tensions sur les ressources, sur les approvisionnements, sur les prix, etc., favorise un petit peu quand même l'ambition sur le sujet. Moi, il y a un frein peut-être que j'aimerais évoquer, qu'on n'a pas évoqué, qui a trait au réemploi d'une manière générale. Et qui tourne autour de cette notion, et en particulier pour nous sur nos territoires qui sont un peu marqués dans ce sens, mais qui verraient le réemploi comme une solution un peu de seconde zone, entre guillemets, de bas de gamme, si je peux le dire un peu autrement. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à travailler là-dessus pour les acteurs de la filière du réemploi, et notamment sur les aspects esthétiques. Je pense, et on a eu des beaux exemples tout à l'heure, je crois que c'est Madame Mialot qui a cité l'exemple de la ferme des possibles à Stein. On a vraiment des exemples sur notre territoire aussi qui montrent qu'on peut faire du beau aussi dans le réemploi, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire pour sortir aussi peut-être le réemploi, le recyclage, etc., d'une connotation un peu négative. Donc il y a un travail, encore une fois, sur la bonne perception par les futurs usagers aussi, de nos espaces publics, de nos bâtiments, des habitats. Donc là, il y a un travail spécifique, je pense, à faire sur le sujet, qui doit nous permettre de faire changer les mentalités et de passer des barrières, quoi. Merci. Donc un travail notamment pour les habitants. Guillaume Delbar, vous avez évoqué tout à l'heure la réticence peut-être des bureaux d'études ou des juristes qui vous expliquaient que ce n'était pas possible, et finalement les faits d'une manière générale, vous avez toujours dans ces projets
plus ils sont innovants, plus vous avez des gens qui vous commentent le projet avant qu'il ait eu lieu pour vous dire que ça ne marchera pas. Ça, on a l'habitude, et si on attend que tout le monde soit d'accord, on ne fait jamais rien. Donc le principe, c'est de commencer petit, d'avancer vite et d'avoir cette grande ambition. Mais sur l'économie circulaire, c'est intéressant parce que c'était une affaire de pionnier, et aujourd'hui, on sait que ça va devenir une obligation pour tout le monde, et on n'aura plus le choix. Donc merci à tous ceux qui ont... nous, on a été la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet, et on a entendu 1000 et une bonnes raisons de ne pas le faire. On était décidés, on a avancé et on a appris. Ok, merci beaucoup pour ces 3 retours d'expérience. Emmanuel Dupont et Benoît Landau, vous avez co-signé en 2015 le rapport « Ensemble accélérons, accompagner les acteurs de l'innovation dans leur changement d'échelle ». C'est pleinement le sujet qui nous anime ce matin. Vous avanciez dans vos travaux de l'époque des propositions en direction notamment des responsables publics pour favoriser et accompagner l'essaimage et la généralisation d'expérimentations innovantes. Alors là, on voit 3 expérimentations qui s'appuient sur des choses qui existaient déjà, qui ont déjà un peu infusé et diffusé entre elles. Qu'est-ce que ça vous attire au regard de vos travaux, déjà ces 3 retours d'expérience? Et plus généralement, 7 ans après votre rapport, quel bilan vous dressez de l'essaimage? On voit bien qu'il y a des choses qui se font, mais que ce n'est pas forcément facile. Je ne sais pas lequel de Emmanuel. Oui, ma réaction immédiate, après les remerciements d'usage et le plaisir que j'ai à venir écouter et partager ces expériences, c'est en fait l'importance du chemin parcouru quand on pense aux liens innovation sociale et politique publique. Il y a encore quelques années, on était quand même très largement confronté à des innovations sociales déconnectées d'enjeux d'essaimage, très fortement ancrées dans leur territoire et peut-être même enfermées dans une vision purement locale, se suffisant à elles-mêmes. Et puis, quand l'essaimage se posait, en fait, une vision de l'essaimage très centrée sur du partage d'expériences, du partage de bonnes pratiques. Et on voit qu'il y a une dynamique maintenant qui consiste à aller au-delà de ces formes de partage qui sont, somme toute, assez informelles ou peu contraignantes, peu engageantes, souvent confiées à des acteurs de l'animation ou de réseaux, sous-dotés en moyens, en ingénierie. Et donc on voit bien comment là, il y a un chemin qui est en train de se dessiner, un virage qui a été pris, nous faisant passer de simplement l'échange d'expériences et de bonnes pratiques à vraiment des démarches d'essaimage. Ça, c'est vraiment pour moi, très impressionnant depuis maintenant quelques années. Le deuxième point de réaction, c'est qu'en fait, on voit bien comment les démarches, là notamment qui nous ont été présentées, mais pas seulement, en fait, ne doivent pas être pensées comme des initiatives locales répondant strictement à des enjeux locaux. Ce n'est pas non plus des initiatives locales qui déclineraient des programmes ou des intentions nationales. On est vraiment dans autre chose. On est potentiellement dans une démarche de co-construction de politique publique. On a là affaire à des briques de politique publique en voie de constitution. Et ça, c'est très important parce que du coup, je crois que ce qui est en train de se passer avec l'essaimage, si on prend au sérieux cette démarche-là, c'est que ça subvertit subtilement, mais quand même profondément, les liens classiques qu'on fait entre les échelles d'intervention nationales et locales et entre État et collectivité. Je crois que ça bouleverse assez largement cette répartition des rôles, somme toute un peu confortables, dans lesquels tout le monde s'était installé. Et je crois qu'il ne faudrait pas voir l'essaimage comme du local qui parle au local ou du national qui viendrait aider, soutenir, accompagner, valoriser du local. Ça va bien au-delà. Je pense qu'avec l'essaimage, on a affaire à une montée en puissance des territoires et des acteurs locaux dans la constitution de politique nationale. Et je pense qu'on a des indices maintenant avec les mentions qui ont été faites concernant des dispositifs de partage mutualisés entre collectivités, par des références faites à l'évolution du droit, des choses comme ça. On a maintenant quelque chose qui peut-être nous emmène vers une autre façon de réorganiser nos politiques publiques, en tout cas sur certains objets, beaucoup plus horizontale, en co-construction collectivité-État.
Et je crois que ce phénomène est intéressant et porte beaucoup de transformations à l'heure où en fait on est tous en exploration sur un certain nombre de sujets. Et on passe d'une coopération d'intention avec l'essaimage à une coopération, je dirais, effective. Reste à encore la doter de moyens, à faire évoluer le droit en conséquence. Mais voilà un peu mes premières réactions à ce qui a été dit. Merci. Benoît Landau, même question. Alors, bonjour, et je vais peut-être juste aussi me présenter avant d'en venir au rapport pour vous, parce que là vous voyez donc groupe SOS. Donc maintenant aujourd'hui, donc au sein du secteur de l'ESS, donc je dirige une structure qui s'appelle Plateforme I, donc vous l'aviez dit tout à l'heure, donc le I, c'est pour inclusion dans l'emploi. Et je suis un peu passé de l'autre côté en tant que maintenant porteur de projet d'une innovation sociale en train d'essaimer. On y reviendra tout à l'heure. Mais juste avant ça, et du coup, je vais repasser avec la télécommande. Donc j'avais, entre autres, quand j'étais dans l'administration, coécrit avec Emmanuel et pas mal d'autres personnes, donc ce rapport il y a 7 ans. Donc moi, au titre du SGMAP, donc ce qu'est la DITP maintenant, donc c'était service du Premier ministre sur à l'époque la modernisation de l'action publique, et puis donc Emmanuel pour le CGET. On va peut-être du coup parler de ce rapport. Alors on va faire court parce qu'en plus je pense que peut-être pour vous on est la dernière haie à franchir avant le buffet que vous attendez tous, donc on va essayer de pas être trop long et de dire 2-3 trucs intéressants, mais sur ce rapport, déjà un peu dans l'esprit qu'on avait et qu'on a toujours, cette approche pluraliste, c'est-à-dire qu'on a constitué un groupe de travail qui réunissait des représentants du secteur public, du secteur privé, entreprises, fondations sur ces sujets-là, de l'ESS, donc des associations, des experts, et qu'on a ensuite voulu diffuser, faire vivre dans des communautés professionnelles. Et parmi les points clés du rapport, sur le sujet vraiment spécifique de l'essaimage, là on a mis quelques points clés. Le premier, alors ça paraît peut-être évident maintenant, mais on peut vous assurer que ça l'était clairement pas il y a 7 ans, c'est que l'essaimage ou le changement d'échelle, c'est une démarche vraiment distincte de l'innovation en tant que telle, que l'innovateur est rarement en capacité d'assumer seul, d'assurer seul. C'est-à-dire qu'en gros, innovateur et essaimeur, c'est pas la même chose et c'est rarement les bonnes personnes qui peuvent bien faire les deux. Et une démarche distincte qui appelle aussi des soutiens spécifiques par les acteurs publics. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. Et vu les enjeux d'intérêt général que posent des sujets comme on a vu tout à l'heure et plein d'autres, ça interpelle forcément et ça appelle une action spécifique des acteurs publics et notamment de l'État. Donc si on se remet en 2015, c'était un peu ce qu'on pourrait dire simplement le début de la mode des labs et des incubateurs, mais ce n'était pas encore la mode des accélérateurs d'innovation ni des essaimeurs, dont heureusement maintenant on parle de plus en plus, mais ce n'était pas encore ça à l'époque. Aussi, ce sujet donc, de l'essaimage, évidemment un consensus qui s'est fait et qu'on avait pu formaliser à l'époque, c'est que ça pose des enjeux sociaux, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes bénéficiaires de ces actions, mais aussi des enjeux financiers, et notamment quand on prend une casquette État ou secteur public de manière générale, il y a aussi un enjeu d'efficience de l'argent public. C'est-à-dire que si on tire parti de ce qui a marché, pour faire vite, il y a aussi une question d'efficience de l'argent public, on pourra le dire comme ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et derrière, autre point important, Emmanuel commence à en parler, c'est que sur les relations entre l'État et les territoires, l'essaimage, c'est entre autres une opportunité de réactualiser le rôle de l'État, un peu comme on avait appelé nous passeurs d'innovation ou passeurs de solutions, un peu comme le Conseil national des solutions, entre les territoires, mais si l'État l'organise réellement, ce qui n'est pas une petite condition. Et alors, après, pour en venir un peu à un niveau plus concret, donc on avait entre autres travaillé dans le rapport à faire 6 modèles opérationnels donc pour opérer l'essaimage. Alors, je vous ai mis ça juste après. Alors, donc désolé, ce n'est pas le plus beau tableau du rapport, mais en gros, comment ça, c'est-à-dire que, par exemple, autant du point de vue, on va dire, d'un acteur public ou d'un acteur social, si vous partez de la colonne la plus à gauche, c'est-à-dire quelle est la finalité que vous avez? Est-ce que c'est accroître l'impact social du projet ou en dessous, et parfois il faut l'assumer, assurer la survie ou la croissance économique de l'organisme qui porte le projet? Après, vous allez avoir différentes options. Donc, par exemple, si on prend celle du haut, ça peut être accroître l'impact sur chaque bénéficiaire, augmenter le nombre de bénéficiaires par territoire ou augmenter le nombre de territoires. Et ensuite, donc, dans les colonnes, vous avez 5 modèles possibles de changement d'échelle, sachant que parfois un même projet peut emprunter à plusieurs, mais en tout cas c'est un outil un peu conceptuel pour aider à se projeter. Donc vous pouvez procéder par approfondissement, c'est-à-dire, comme j'ai mis à droite, faire mieux ce qu'on fait déjà, par diversification, c'est-à-dire faire autre chose en plus que l'action initiale, par duplication, alors qui est le cas auquel on pense le plus souvent, mais qui n'est justement pas le seul. La duplication, c'est faire soi-même la même chose ailleurs. La mise à disposition, donc faire à d'autres
ce que nous, on fait déjà, la coopération, donc faire ensemble avec d'autres acteurs pour faire plus et mieux, et enfin la fusion, s'unir pour renforcer le projet, ce qui arrive assez rarement, mais donc parfois des acteurs, typiquement des associations, peuvent s'unir, soit sur un projet particulier, soit totalement, pour en fait avoir plus d'impact in fine. Voilà, donc ça c'est un exemple donc, de synthèse qu'on avait fait donc, dans le rapport, à partir notamment de travaux de l'ESSEC et de la VISE qui avaient travaillé sur ça un peu avant. Voilà un peu sur le versant opérationnel. Et ensuite, comme vous nous y avez invité, si on doit se demander un peu où en est-on aujourd'hui, 7 ans après. Alors, pour faire simple, on pourrait dire que pour nous, la situation, elle est mitigée, c'est-à-dire un peu comme on le disait là, le sujet, il est aujourd'hui clairement à l'agenda et il y a plein d'avancées concrètes dont il faut se réjouir sur ce sujet-là. Voilà, c'est plus un sujet nouveau. Hein, et pour en donner quelques exemples, il y en aurait beaucoup, mais donc sur le PIC, donc le plan d'investissement dans les compétences, qui est une branche du PIA, là, il y a eu, entre autres, un vrai effort, un vrai travail de capitalisation des projets PIC, que je connais bien aussi moi en tant que porteur de projet lauréat du PIC, et c'est un gros boulot qui n'est pas simple et qu'on fait entre porteurs de projets et services de l'administration. Autre exemple, sur la nouvelle programmation à venir du FSE, donc sur le Fonds social européen, il va y avoir un des appels à projets du FSE qui sera financé jusqu'à 90% uniquement pour, en gros, de l'essaimage d'innovation avérée. Alors il y aura des cas particuliers et c'est pas moi qui le porte, hein, c'est la DGEFP, mais voilà, il y a quand même de plus en plus de choses comme ça qui se font. Aussi, on a vu depuis 7 ans, et c'est tant mieux, une floraison d'initiatives et de communautés. Alors notamment, je sais qu'ici, il y a entre autres le club En Rue Plus, donc ces communautés d'échange entre acteurs publics et porteurs de projets. Alors ça paraît peut-être de plus en plus évident maintenant, mais ça ne l'était pas historiquement, voilà, de réunir pour dialoguer là-dessus. Et puis, autre chose là, qui est pour nous peut-être un peu ambivalente sur la notion d'impact. Donc on a mis une omniprésence ambivalente, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'impact tout le temps. En soi, c'est très bien, mais on peut s'interroger en disant pour quels effets concrets de cette omniprésence de l'impact, et est-ce que, notamment, par exemple en termes de financement, en termes de décision publique, et je ne dis pas que c'est simple, finalement, cette notion d'impact réussit à aller jusqu'au bout de son potentiel de transformation on pourrait dire du secteur public, notamment. Voilà. Mais peut-être je te laisse, Emmanuel, on peut continuer pour ouvrir le débat. Non, mais on m'avait juste invité à esquisser deux, trois perspectives, mais la première, c'est de dire, mais de rappeler, parce que ça a déjà été dit, comment en fait la question de la capacité des acteurs territoriaux à monter en puissance sur la question des SEMAG et en fait le coportage de politiques en émergence, en fait appelle à des coopérations interterritoriales approfondies, et pas seulement entre collectivités proches, mais je dirais à plus large échelle. Et il y a derrière un enjeu de constitution, d'ingénierie partagée entre collectivités pour se mettre à la hauteur aussi de l'État sur les sujets qui ont été évoqués. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait très bien imaginer, de façon peut-être un peu fictionnelle là maintenant, mais aussi des formes d'évolution des collectivités par rapport à ces enjeux des SEMAG. Et je pense notamment à deux fonctions qui pourraient vraiment être appelées à se développer et à aider l'évolution de l'organisation des collectivités. C'est une fonction en fait d'accompagnement, d'exportation, de transfert, d'innovation faite dans son territoire. Et pas seulement juste laisser tel chargé de mission ou tel élu faire la promotion de ce qui a été fait, mais de l'organiser, d'en faire une fonction, et inversement, inventer des fonctions, je dirais, d'importation, hein, le terme est moche, mais vous comprenez bien l'idée, de reprise, d'adaptation au sein des collectivités. Je pense que c'est deux fonctions qui pourraient très bien être appelées à se développer et à nous aider à réorganiser les choses. Le troisième point, c'est que je crois que il y a un enjeu tout simplement aussi d'évolution, de constitution, de renouvellement de l'ingénierie publique avec les SEMAG. C'est-à-dire que je crois que si l'ingénierie publique ne se saisit pas de cette question de l'essaimage, ça sera une ingénierie privée qui va de toute façon, et c'est déjà un peu le cas, qui monopoliser ou occuper le terrain de l'essaimage. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu de défense aussi et de renouvellement
du secteur public et de l'ingénierie publique face à une ingénierie privée qui est actuellement très conquérante. Voilà, donc ça c'est un point sur lequel je voulais attirer peut-être l'attention. Et puis terminer, mais ça a été dit aussi, sur l'importance du droit pour venir consacrer, légitimer et faciliter en fait la diffusion de l'innovation. On a longtemps cru que l'innovation, c'était juste une affaire de mentalité, de bonnes pratiques, etc. Je crois qu'aussi les acteurs locaux sont en train de s'imposer comme des acteurs créateurs de droit à travers l'innovation. Et l'innovation doit être associée immédiatement à la question aux enjeux d'évolution du droit. Et pas seulement de contournement du droit par de l'innovation, il faut vraiment en faire un objectif. Et je pense que cette ingénierie partagée entre territoires aurait aussi une vocation à apporter des revendications sur l'évolution du droit de façon plus collective qu'en partant simplement d'initiatives dispersées. Voilà les quelques points de perspective qu'on pourrait lancer. Merci beaucoup. Bah, écoutez, vous pourrez peut-être continuer les échanges au moment de la pause déjeuner, puis les 2 jours qui sont devant nous permettent aussi ces échanges. Merci à vous tous d'être venus partager vos expériences et vos recommandations. Il ressort effectivement de nos échanges que les expérimentations sont une réalité, qu'il y a une dynamique qui se met en place, que les programmes d'investissement d'Avenir et l'ANRU permettent de mettre un petit peu un coup d'aiguillon et de les initier. Maintenant se pose effectivement la question de comment on dépasse le financement dérogatoire pour passer sur des politiques de droit commun. Vous avez avancé effectivement le fait que ça nécessitait peut-être une réarticulation des rôles entre État et collectivité, et puis anticiper les conditions de l'essaimage dès le départ. Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, c'est le sens de ces journées que de participer à cet essaimage. Je vous remercie. Et une petite précision, pour les élus, le déjeuner se tient au Charolais Club derrière la scène. Voilà, petite précision pour les élus qui sont présents parmi nous. Merci, bon appétit et à cet après-midi peut-être.